Il aura suffi d'un faux pas monumental d'Amir Dezed pour que son château de cartes médiatique s'écroule avec fracas. Autrefois brandi comme une arme de pression, le personnage s'est métamorphosé en un poids mort, embarrassant jusqu'aux formations politiques qui l'avaient érigé en symbole utile. Sans jamais s'abaisser à commenter ni céder à la joute médiatique, le président Abdelmadjid Tebboune a, par son silence pesant, relégué au rang de fiction ce récit chancelant pendant que surgissaient des révélations majeures sur les dessous des relations algéro-françaises. Et, dans ce contexte mouvant, la perspective de retour d'Amir Dezed en Algérie semble aujourd'hui moins hypothétique que jamais. Quant à cette affaire vendue par quelques médias français comme un thriller géopolitique, avec enlèvement sur sol français et service secret algérien en mode mission impossible, elle s'est délitée à vitesse grand V, laminée par les absurdités véhiculées par son propre acteur principal. Son témoignage alambiqué, où il prétend avoir été suivi par 2 femmes, dont l'une, plot twist, serait enceinte, a provoqué un éclat de rire généralisé, même dans des cercles habituellement bienveillants. Résultat, une pluie de doutes s'est abattue sur une accusation jugée de plus en plus grotesque, visant pourtant un service de renseignement réputé pour son sérieux. Ces incohérences n'ont pas été ignorées. Des journalistes, des influenceurs et de simples citoyens français ont commencé à critiquer la couverture médiatique excessive consacrée à l'Algérie, estimant que certaines chaînes tentaient de fabriquer un ennemi extérieur afin de détourner l'attention des problèmes internes, tout en cherchant à ériger Amir Dezed en faux héros à travers une mise en scène médiocre. À mesure que le doute s'est installé, le discours médiatique lui-même a changé. Certains médias qui avaient relayé cette version ont commencé à attaquer Amir Dess après avoir constaté que l'histoire ne résistait pas au moindre examen logique ou journalistique. De son côté, l'Algérie a choisi la politique du silence et de la non-réaction, considérant qu'il n'était ni utile ni pertinent de répondre à une personne de ce profil et que les faits finiraient par révéler d'eux-mêmes la fausseté des accusations. Cette attitude a fait échouer les calculs de certains cercles en France qui misaient sur une réaction officielle algérienne afin de donner à l'affaire une dimension politique et diplomatique plus large. Avec l'effondrement médiatique de cette affaire, le dossier judiciaire d'Amir Dezed est revenu au premier plan, notamment en raison de l'existence d'environ 10 mandats d'arrêt internationaux réclamés par l'Algérie depuis plusieurs années. Plus grave encore, cet individu, qui se présentait comme un opposant politique, fait aujourd'hui l'objet d'accusations, y compris de la part d'anciens proches, liés au chantage, à l'extorsion de fonds et à l'exploitation de membres de la communauté algérienne à l'étranger. Des faits que certains affirment être documentés et qui ont été évoqués publiquement par d'anciens alliés. À mesure que sa crédibilité médiatique s'effondre et qu'il devient une source d'embarras même pour les autorités françaises, un nouveau scénario émerge. La France pourrait ne plus trouver d'intérêt à lui offrir une protection, surtout s'il est considéré qu'il a tenté de l'impliquer dans une crise artificielle avec l'Algérie. Ainsi, sans déclaration tapageuse ni campagne de riposte, le masque est tombé, le récit s'est effondré, et il est désormais clair que ce qui a été présenté comme une affaire de droits de l'homme n'était en réalité qu'une tentative maladroite d'instrumentalisation d'un personnage controversé dans un conflit politique qui le dépasse. Une tentative qui s'est soldée par l'échec et par le retour des vraies questions au centre du débat. Qui en a réellement profité et pourquoi ce plan a-t-il échoué aussi rapidement? Cette affaire illustre avec une clarté troublante la manière dont certaines constructions médiatiques peuvent être fabriquées, gonflées, puis abandonnées dès lors qu'elles cessent d'être utiles à ceux qui les ont portées. Ce qui a été présenté au départ comme une révélation majeure, voire comme un dossier explosif impliquant un État, s'est progressivement vidé de sa substance à mesure que les contradictions se sont accumulées, que les incohérences sont devenues visibles et que le principal intéressé a lui-même contribué, par ses déclarations successives, à fragiliser le récit qu'il prétendait défendre. Loin de renforcer sa position, cette surexposition a fini par mettre en lumière les failles, les exagérations et parfois même l'absurdité de certains détails avancés, au point de transformer ce qui devait être un coup médiatique en un sujet de doute, de dérision et de méfiance. Le silence adopté par l'Algérie, souvent interprété par certains comme une faiblesse ou un aveu implicite, s'est en réalité révélé être une posture stratégique efficace. En refusant d'entrer dans une confrontation directe avec un individu controversé, en évitant de donner de l'épaisseur politique à un récit fragile, l'État algérien a laissé le temps et les faits agir.
ce choix a privé la polémique de l'oxygène dont elle avait besoin pour prospérer et a contraint les promoteurs de cette narration à se confronter à leurs propres contradictions sans pouvoir se réfugier derrière une réaction officielle qui aurait pu être instrumentalisée. Cette approche a également mis en évidence une réalité souvent négligée. Toutes les accusations, surtout lorsqu'elles émanent de figures médiatiques au parcours trouble, ne méritent pas nécessairement une réponse institutionnelle. Du côté français, l'évolution du traitement médiatique de cette affaire a révélé un malaise plus profond. L'insistance de certains médias à focaliser l'attention sur l'Algérie, à répéter les mêmes accusations et à offrir une tribune quasi permanente à une seule voix, a fini par susciter des interrogations, y compris au sein de l'opinion publique française. Des citoyens, des journalistes indépendants et des observateurs ont commencé à questionner non seulement la crédibilité de la source, mais aussi les motivations réelles derrière cette mise en scène répétitive. Pourquoi une telle obsession? Pourquoi ce besoin constant de désigner un responsable extérieur alors que les difficultés internes, sociales, économiques et politiques restent largement irrésolues? Ces questions ont progressivement déplacé le débat, faisant passer l'affaire du registre de la dénonciation à celui de la suspicion. Par ailleurs, le retour en force du passé judiciaire et personnel du principal protagoniste a contribué à redéfinir les termes de la discussion. Les accusations d'extorsion, de chantage, de manipulation et d'exploitation de la détresse de certains membres de la diaspora algérienne ne sont plus perçues comme de simples rumeurs, mais comme des éléments d'un dossier plus large évoqués par des témoins, d'anciens alliés et des victimes présumées. Cette accumulation d'éléments a renforcé l'idée que le personnage central de cette affaire n'est pas tant un opposant politique au sens noble du terme qu'un acteur opportuniste ayant su exploiter les failles du système médiatique et les tensions géopolitiques pour se construire une visibilité et une protection temporaire. À mesure que cette protection devient encombrante, voire contre-productive, un basculement semble s'opérer. L'hypothèse selon laquelle la France pourrait à terme se désengager de ce dossier n'apparaît plus comme une spéculation marginale, mais comme une éventualité crédible. Aucun État n'a intérêt à assumer durablement le coût politique, diplomatique et symbolique d'un individu dont la crédibilité s'effrite et qui risque, par ses excès, d'aggraver inutilement les relations bilatérales. Dans ce contexte, la question d'une éventuelle remise en cause de la protection dont il bénéficie, voire d'une coopération judiciaire, ne peut plus être totalement écartée, surtout au regard des mandats internationaux et des procédures en suspens. Plus largement, cette affaire met en lumière les limites d'une certaine forme de militantisme médiatique fondée davantage sur la provocation, l'invective et la personnalisation extrême des conflits que sur un travail politique structuré ou un engagement éthique cohérent. Elle rappelle que la notoriété numérique, aussi bruyante soit-elle, ne constitue ni une légitimité durable, ni une immunité face aux conséquences juridiques et morales des actes posés. Elle montre également que l'opinion publique, qu'elle soit algérienne, française ou internationale, n'est pas indéfiniment manipulable et qu'elle finit tôt ou tard par distinguer entre une critique argumentée et une mise en scène approximative. Enfin, ce dossier souligne une vérité fondamentale des relations internationales contemporaines. Les crises fabriquées, lorsqu'elles reposent sur des bases fragiles, finissent presque toujours par se retourner contre leurs initiateurs. À force de vouloir instrumentaliser les émotions, les symboles et les tensions historiques, on finit par révéler ses propres failles et par perdre le contrôle du récit. Ce qui devait servir à affaiblir une position, à salir une image ou à créer un rapport de force artificiel, se transforme alors en un miroir cruel, réfléchissant les contradictions, les calculs à court terme et l'absence de vision stratégique. Ainsi, loin d'être simplement un épisode médiatique parmi d'autres, cette affaire restera comme un exemple révélateur des dérives possibles de l'information lorsqu'elle est détournée de sa mission première, mais aussi comme une démonstration de la force du temps, du silence et des faits face au bruit, à l'exagération et à la manipulation. Elle rappelle que, dans le tumulte des polémiques, la vérité ne s'impose pas toujours immédiatement, mais qu'elle finit presque inévitablement par refaire surface, laissant derrière elle ceux qui ont cru la travestir impunément.